Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tanguy Humbert, interne en 3e semestre dans la subdivision d'Angers et l'actuel chargé de mission formation pour l'ISNAR IMG. J'ai pour seul lien d'intérêt mon investissement dans le syndicat. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer ce congrès sur le grand thème qu'est la prévention, un enjeu majeur du XXIe siècle et en particulier pour la médecine générale. En ce début d'après-midi, nous n'allons pas aborder un thème précis de prévention, mais plutôt comment, par quels moyens et avec qui agir pour prévenir. Effectivement, la prévention est un thème vaste, comprenant énormément de problématiques et énormément de sujets. Preuve apportée par l'ensemble des ateliers qui vous ont été présentés durant ces 2 journées de congrès. La prévention touche plusieurs sensibilités et touche plusieurs compétences. Nous, internes de médecine générale et futurs médecins, avons déjà l'habitude de travailler en réseau avec différentes professions de santé. Mais, dans quelle mesure pouvons-nous travailler ensemble en matière de prévention? D'où le titre de notre atelier, la prévention, pas qu'une affaire de médecins. Ou autrement dit, comment faire de la prévention en interprofessionnalité? Pour exposer ceci, j'ai le plaisir d'être accompagné de Manon Morel, qui est la présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiantes et étudiants en sciences infirmières, de Jeanne Gachina, la présidente de la FNEC, la Fédération nationale des étudiantes et étudiants en kinésithérapie, et du docteur Florian Val, médecin exerçant en périphérie de Lyon et coprésident de la CPTS Porte du Dauphiné. Je laisserai se présenter plus tard, juste après. L'objectif de cette intervention est d'apporter des éléments concrets de la collaboration dans la réalisation d'actes de prévention. Malheureusement, en seulement 1 heure, nous ne pourrons pas aborder toutes les possibilités que nous avons pour mettre en œuvre des choses à titre préventif. Je vais donc laisser la parole à Manon pour entamer le sujet. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour me représenter un peu, je m'appelle Manon, je suis présidente de la FNESI et je suis aussi étudiante en 3e année d'infirmière sur Saint-Étienne. Donc en vrai, c'est pas très loin ça. Pour commencer, je voulais quand même vous parler un peu de la formation socle et du contenu de la formation infirmière. Donc du coup, c'est une formation qui est sur 3 ans et qui comporte 59 unités d'enseignement. C'est une formation des plus lourdes de l'enseignement supérieur. Et durant ces 3 ans, il y a quand même plusieurs unités d'enseignement basées sur la santé publique et la prévention. Et au final, on a quand même 130 heures de cours et de stages sur la santé publique. Après, en 2018, il y a quand même eu l'instauration du service sanitaire, donc en interprofessionnalité, où il y a les étudiants qui interviennent sur un public cible autour d'un projet commun de santé publique et de prévention. Avec du coup les différents enseignements, l'infirmier il a une vision holistique du patient à travers les différentes dimensions. Donc du coup que ce soit la dimension sociale, psychologique, environnementale, médicale, etc. En 2004, il y a eu la création du réseau ASALÉ. Donc du coup c'est Action de santé libérale en équipe de soins. C'est un dispositif expérimental qui a été basé sur de la coopération entre le médecin général et infirmière, dans le but unique de libérer du temps médical. Le principal but, c'est quand même l'éducation thérapeutique du patient, dans le but d'améliorer la prise en soin des patients qui souffrent de maladies chroniques, donc comme par exemple le diabète, la BPCO, etc. Et en 2015, il y avait un recensement de environ 1100 binômes infirmiers-médecins. La prise en soin du réseau ASALÉ, elle repose sur le relationnel, mais aussi sur les gestes techniques, comme par exemple les électrocardiogrammes, les examens du pied, ou encore des tests de mémoire qui sont sur délégation dérogatoire d'actes médicaux. Et bien sûr, on n'oublie pas tout le côté administratif à chaque fois. En 2018, du coup, il y a eu l'instauration du statut d'IPA, donc infirmier de pratique avancée. Du coup, c'est une formation sur 2 ans qui conduit à un grade master. Et les compétences de cette formation et de ce statut relèvent du champ médical.
mais pas que. Et la formation, elle vise quand même à améliorer l'accessibilité aux soins primaires et favoriser le suivi des patients chroniques. Qui dit favoriser le suivi des patients implique également la prévention qui en découle. Et du coup, en général, c'est sous la coordination d'un médecin généraliste ou spécialiste, et ils peuvent travailler soit en établissement de santé, soit en ambulatoire. Le statut d'IPA, il a 5 mentions. Donc, il a la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. C'est la mention qui est la plus complète et dans laquelle la prévention va vraiment être très généralisée. Ensuite, il y a la mention sur l'oncologie, les maladies rénales et chroniques qui prennent aussi en compte la dialyse et la transplantation, la psychologie et la santé mentale. Et la dernière mention, du coup, créée récemment, c'est la mention urgence. Donc on voit quand même qu'il y a un large champ d'action et que, suivant la spécialité, il y a de la prévention qui est possible à chaque niveau. Mais du coup, comme je vous ai dit juste avant, c'est la mention PCS, du coup, qui est la plus complète, entre guillemets. Du coup, pour revenir un peu sur la coopération et le mode de fonctionnement de l'infirmier de pratique avancée, il peut travailler du coup en ambulatoire, donc dans une équipe de soins primaires coordonnés ou en assistance à un médecin spécialiste hors soins primaires. Et en établissement de santé, du coup, dans une équipe de soins coordonnés. Au niveau législatif, l'infirmier de pratique avancée peut conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il jugera nécessaire dans le cadre de sa mention. Donc, par exemple, avec la mention psychiatrie, l'IPA est totalement en mesure de proposer, par exemple, un test de mémoire. Et du coup, pour revenir, c'est la mention PCS, donc pathologie chronique stabilisée, où il va y avoir donc là, c'est suivant le cadre de la mention qui pourra prescrire de la prévention ou de l'éducation, mais la mention PCS étant très large, il a un champ d'action bien plus élevé. Ensuite, il y a le bilan de santé de l'infirmier de pratique avancée, donc qui a pour objectif quand même de développer une politique de prévention et de promotion de la santé sur tout le territoire. C'est aussi un des objectifs de la création du statut d'IPA. Et ça va se passer par du coup une évaluation multidimensionnelle. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir, mais ça se déroule en 3 étapes. Et ça fait un état des lieux global du patient. Donc ça commence par un temps d'échange en consultation, où du coup l'infirmier va discuter avec le patient, en apprendre un peu plus sur son mode de vie, etc. Ensuite, la phase de l'examen clinique. Et en 3e position, du coup, il va y avoir l'évaluation des besoins durant un entretien final et l'IPA va pouvoir rediriger et travailler en collaboration avec les autres acteurs de santé aux besoins du diagnostic et aux besoins du patient. Enfin, que ce soit du coup l'infirmier diplômé d'État, l'infirmier de pratique avancée, ou alors on voit aussi beaucoup les infirmiers libéraux ou encore le réseau Azalée, c'est une profession qui est quand même au centre de l'interrelation et du travail dans la coordination permanente des soins. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que le temps pour connaître le patient qui est parfois limité, avec du coup un nombre de patients qui est en constante évolution et le manque de professionnels sur certaines parties du territoire. Donc du coup, on n'a pas le temps vraiment d'échanger, le temps est limité pour échanger sur le patient, sur ses habitudes de vie, etc. Et d'où l'importance de la collaboration et du dialogue entre professionnels de santé pour pouvoir échanger sur les connaissances de chacun par rapport au patient et pouvoir monter un projet de soins commun. On voit du coup que la prévention et que la coordination, c'est un pilier majeur dans le système de santé. Et pour parler un petit peu des freins, on voit des fois que les professionnels n'arrivent pas à se coordonner et forcément ça va toucher aux patients à travers du coup différents biais, soit par un manquement sur la prise en soins, soit par de la perte d'informations. Et il peut y avoir aussi des complications qui sont liées à un manque de communication et une mauvaise coordination. Et bien souvent, en fait, le problème, c'est que le temps médical est rallongé également. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on est plus dans du curatif que du préventif. Et c'est vraiment ensemble, en mélangeant nos savoirs et nos compétences, que la prévention
pourra être plus optimale. Merci beaucoup Manon pour ton apport sur le rôle des infirmières et infirmiers en matière de prévention et surtout sur la manière dont le duo médecin-IPA peut fonctionner. Nous allons maintenant prendre l'avis du docteur Florian Val, médecin installé et déjà acteur de prévention, qui va nous parler des actions possibles en exercice coordonné. Bonjour tout le monde. La manette, c'est moi qui l'ai. Donc je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Dr Val Florian, médecin généraliste. J'étais à votre place il y a 5-6 ans de ça, ancien interne de Lyon aussi, enfin pour certains d'entre vous. Je suis installé dans le Nord-Isère. C'est à une demi-heure d'ici en fait. C'est vraiment la petite pointe du Nord-Isère qui est proche de la banlieue lyonnaise. Et j'ai fondé une CPTS. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est plus en détail. Donc la CPTS Porte du Dauphiné. Donc pour cet atelier, je vais vous présenter mon mode d'exercice et à travers un exemple concret du dépistage cancer colorectal, je vais vous montrer comment on peut arriver à plusieurs échelles à faire de la prévention. Et du coup, ça ne correspond pas qu'aux médecins. Donc moi je suis un médecin généraliste installé dans une maison de santé. Je suis maître de stage, je suis assistant universitaire aussi à la fac. Dans cette maison de santé, on est 8 médecins aujourd'hui avec des paramédicaux, des secrétaires, assistants. Je suis en pôle de santé, donc souvent on parle de maison de santé multisite. Donc voilà, on a la maison de santé physique, on a d'autres professionnels dedans. Et je suis donc aussi au sein d'une CPTS. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure comment à chaque échelle il y a un intérêt. Donc les CPTS, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai vu à travers les stands que tout le monde ne maîtrisait pas le sujet, surtout les plus jeunes d'entre vous. La CPTS, en gros, ça vient de Macron et de la loi Ma Santé 2022. Donc on demande aux soignants de chaque territoire de reprendre un petit peu le pouvoir sur leur politique de santé. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. La CPTS, c'est une communauté professionnelle, territoriale de santé. Pour un peu schématiser, c'est une association de soignants. Il faut retenir ça. Moi, la mienne, donc, c'est CPTS Porte du Dauphiné. Ça correspond à un territoire. Il y a 22 communes pour 50 000 habitants. On signe un contrat avec la Sécu et l'ARS. On s'engage à des objectifs qui nous permettent d'avoir des subventions supplémentaires, mais qui ne sont pas obligatoires. Et tout ça, ça correspond aux ACI. Bon, c'est un petit peu complexe, on n'aura pas le temps de l'évoquer aujourd'hui. Donc c'est les accords conventionnels interprofessionnels. Les actions de la CPTS, à quoi ça correspond? Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à la maison de santé, moi dans ma maison de santé, j'ai des patients, donc je suis axé patientèle. Dans une CPTS, on est axé population. On va réfléchir sur la population d'un territoire et pas que de tes patients. Donc, dans les principales actions, il y en a d'autres. Il y a favoriser l'accès aux soins, l'accès aux médecins traitants et aux soins non programmés. Par exemple, on a des patients, on reçoit une liste de patients de la Sécu qui n'ont pas de médecin traitant sur le territoire. Moi, sur mon territoire, il y en a 5000 qui n'ont pas de médecin traitant, dont plus de 400 qui sont très fragiles. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, on va se réunir entre médecins. Là, c'est prévu au mois de mars. On va se faire un petit apéro sympathique, financé par la CPTS, et pour essayer de comprendre comment on peut essayer de trouver des solutions pour ces patients. La prévention, donc là je vais en reparler après, ça peut être la vaccination, les dépistages de masse comme le cancer colorectal, la crise sanitaire, alors ça c'était typique, on a monté un centre de vaccination pendant la crise Covid et ça a été impulsé par la CPTS. Donc c'est vraiment, ça nous permettait d'avoir cette structure qui est beaucoup plus de poids et de force et de créer vraiment de la communication aussi sur le territoire entre tous les soignants. Donc voilà, l'organisation de la CPTS, ça c'est vraiment pour rapidement, donc nous on est 3 coprésidents, je suis un des 3 coprésidents, je suis avec un pharmacien et un infirmier. Donc c'était important pour nous qu'il y ait différentes communes et aussi différentes professions qui soient représentées dans cette gestion, dans cette gérance. Il y a un bureau avec encore d'autres professions et d'autres communes représentées, un conseil d'administration qui se réunit 2 fois par an pour les grandes décisions. Il y a des commissions, commission accès aux soins, commission prévention, commission troubles du neurodéveloppement, insuffisance cardiaque, enfin il y en a plein. On a une directrice plus coordinatrice et des assistantes coordinatrices. Tout ça financé du coup dans le cadre des ACI que j'ai cité plus haut. Donc on a 6 commissions. La maison de santé. Après je vous donnerai l'exemple, vous allez comprendre les échelons. Donc je suis en CPTS sur mon territoire, j'exerce dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc ça peut être intra ou extramuros, mono multisite. Pour être une MSP, très rapidement, faut comprendre que c'est 2 médecins plus un paramède. Si tu as ça, tu peux faire une MSP. Si tu n'as qu'un médecin, tu peux pas.
Donc ça, il faut le retenir. On peut aussi labelliser. Pour se faire appeler maison de santé pluridisciplinaire, il faut être labellisé par l'Agence régionale de santé, par la Sécu, donc pareil, avec un contrat ACI comme la CPTS. On s'engage à faire des missions, mais en fait, qui sont naturelles. Quand tu as un MSP, tu t'engages à ouvrir tous les jours. Mais bon, quand on est 8 médecins, c'est pas compliqué d'ouvrir tous les jours. Il faut être ouvert de 8h à 19h ou 20h. Enfin, voilà, t'es pas obligé de faire les choses, mais plus t'en fais, plus tu reçois de sous. En gros, il faut comprendre ça. Et là, les actions, contrairement à la CPTS, donc c'est axé patientèle. Donc nous, pour notre pôle, on est 8 médecins, 2 pharmacies, un labo, 16 professionnels de santé médicaux, paramèdes, sages-femmes, orthophonistes, autres, et une coordinatrice également. C'est important les coordinatrices, vous verrez ça, ça nous permettra de nous décharger beaucoup et de déléguer. Et du coup, de retrouver vraiment l'essentiel de notre boulot qui est le soin. Et du coup, on a une SCM de médecins. Ça, pareil, c'est des termes un peu techniques, vous les comprendrez au fur et à mesure. Donc, SCM, c'est une société civile de moyens, en gros, pour mutualiser nos charges, par exemple, pour payer notre secrétaire. On va tous payer la même chose pour notre secrétaire, donc on va payer des charges à la SCM et c'est la SCM qui va engager la secrétaire, qui va employer la secrétaire. Donc nous, on a 3 secrétaires et une assistante de direction. Et enfin, je travaille avec une assistante médicale. Une assistante médicale, ça aussi, c'est un peu dans l'air du temps, c'est nouveau. Je voulais vous en parler parce que ça me semble important et je pense qu'à l'avenir, ça peut être intéressant. Alors, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Alors, c'est un contrat, pas avec une maison de santé, c'est un contrat avec un médecin. Une assistante médicale peut être dédiée à 2 ou 3 médecins aussi. On peut l'avoir à temps plein, à mi-temps, à tiers-temps. C'est financé par la Sécu. Les 2 premières années, c'est financé pleinement. Donc moi, une assistante médicale, ça me coûte 25 000 € par an. C'est à peu près le prix d'une secrétaire. Mais la Sécu me rembourse quand même à taux plein quasiment les 2 premières années. Donc c'est intéressant. Là. Moi, j'en suis à ma première année, j'ai pas payé ma secrétaire. Enfin, je la paye, mais la Sécu m'a filé une petite enveloppe de 25 000 €. Donc c'est pas inintéressant pour commencer. Après, c'est en fonction des objectifs que tu atteins, que ce soit des objectifs de patientèle ou de file active. Patientèle, c'est le nombre de patients médecins traitants. La file active, c'est le nombre de patients vus différents dans l'année, en gros. Donc ça, c'est au bout de 2 ans, il faut atteindre ces objectifs. Pareil, si vous avez envie d'infos, il faut vraiment aller vérifier sur les sites de la Sécu, ils expliquent tout. En gros, à quoi ça sert une assistante médicale ? Pour la prévention, vous allez comprendre que ça peut prendre tout son rôle. Moi, surtout, principalement dans mon exercice. Moi, une consultation avant, je faisais 20 minutes, je faisais de la prévention, j'estime bien la faire. Grâce à l'assistante, je gagne du temps médical et du temps aussi de décharge mentale, parce que c'est elle qui va faire la prévention, qui va regarder le plan de soins du patient, qui va faire la facturation aussi accessoirement, donc toute la partie administrative, la gestion des dossiers, elle vérifie les antécédents, elle va faire le dossier médical de synthèse pour le DMP aussi, enfin, c'est intéressant. Elle peut faire des fonctions de secrétariat, faire des scans, des fois elle appelle un service pour hospitaliser un patient, elle est en lien avec ma comptable, dès que j'ai une pièce de compta, je lui donne, maintenant je me fais plus chier à essayer de voir, à la renvoyer à ma comptable. Elle gère les internes, elle gère la formation, moi je fais des formations pour mes internes dans ma maison de santé, donc c'est elle qui gère le planning, c'est elle qui gère les plannings aussi, moi je suis sur Doctolib, donc voilà. C'est vraiment intéressant pour ce côté-là, ça me décharge énormément. Et sur la partie médicale aussi, elle fait mes électrocardiogrammes, donc je l'ai formée, j'ai pris le temps, je suis en général présent, je vérifie que ce soit bien fait quand même. Elle prend les constantes, poids, taille, IMC systématique, c'est le truc que j'oubliais tout le temps de faire avant. Elle vérifie le plan de soins du patient, donc les dépistages, frottis, mammo, cancer colorectal, des dépistages individuels spécifiques. Elle vérifie par exemple pour un diabétique le fond d'œil. Ça peut se rapprocher, alors je dis se rapprocher parce qu'ils ne sont pas en autonomie, hein, ça peut se rapprocher de ce que pourraient faire des IPA sur les pathologies chroniques. Mais les IPA, à l'inverse, quand même, ils sont autonomes, ils font des consultations seuls et dédiés, alors que vraiment l'assistance, c'est sous la totale responsabilité du médecin généraliste. Je tiens quand même à le préciser. Elles n'ont pas les mêmes responsabilités du tout, et c'est pas le même boulot. Mais pour un médecin généraliste, ça peut être intéressant, ça peut faire gagner du temps médical et du confort. Moi, c'est surtout le confort qui me plaît. Donc, concrètement, pour l'exemple de prévention en exercice coordonné. Donc là, je vous parlais de Mars bleu. Je ne sais pas si ça vous parle à tous. Dans l'année, il y a des petits Mars colorés. Il y a Mars bleu, c'est le cancer colorectal. On a Octobre rose, souvent qu'on en entend bien parler. Ça, c'est pour le dépistage cancer du sein. On a aussi le joint vert. Je ne sais pas si ça vous parle, le joint vert. C'est les frottis. Ouais, c'est bizarre pour frottis vert, mais c'est comme ça. Ils ne pouvaient pas prendre rose parce que c'était déjà piqué par le sein. Donc voilà. Donc concrètement, moi, dans mon exercice, pourquoi la prévention, c'est pas qu'une affaire de médecin. Dans la CPTS, on a des objectifs qui sont centrés sur la population. Dans la maison de santé, on a des objectifs qui sont centrés sur les patients. Et moi, en tant que médecin et avec mon assistante médicale, j'ai des objectifs qui sont individuels. C'est-à-dire que je vois mon patient, je vais lui faire de la prévention individuelle.
dans la maison de santé, on a des patients dans la maison de santé, on est 8 médecins, on a près de 10 000 patients, médecins traitants. On va faire des campagnes de prévention pour la patientèle. Et dans la CPTS, c'est 50 000 habitants. Là, on va avoir des actions centrées population. C'est clair ce que je dis? Bon, je vous entends pas, de toute façon, vous êtes trop loin. Mais du coup, pour la CPTS, donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Donc, pour le cancer colorectal, donc, on a une commission qui a été mise en place, commission prévention. Pour Mars Bleu, ils se sont dit, tiens, ce serait bien d'essayer de faire des choses quand même sur le territoire. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment cette année, là, mi-mars, on va avoir le Colon Tour qui va passer chez nous. Le Colon Tour, en fait, c'est pendant tout le mois de mars. Il y a, au niveau national, il y a un colon géant qui se balade. Donc, je vous recommande d'aller le voir, c'est une demi-heure d'ici, pour les Lyonnais. Il y aura dans le centre commercial de Tignieu, de Leclerc, de la ville de Tignieu-Jamesieux, il y aura un colon géant où on pourra rentrer dedans, voir des polypes, à quoi ça ressemble. Il y aura des médecins, il y aura des diètes aussi qui vont expliquer aux gens. Donc là, tu pourras aller faire tes courses et passer dans un colon en même temps. C'est de la prévention. On essaie de sensibiliser les gens. Puis on va leur dire, après 50 ans, ça serait bien de faire le dépistage, les cocos. On fait de la communication, du coup, auprès de l'ensemble des médecins. Excusez-moi, des soignants. Donc ça peut être médecins, infirmiers, les paramètres, tout le monde. On va proposer aussi de la décoration dans les cabinets, dans les maisons de santé, dans les pharmacies. Des ballons bleus, des flyers. Là, cette année, c'est nouveau, on va faire des ordonnances bleues pour tous les médecins. Donc moi j'adore les ordonnances jaunes. C'est bizarre, mes internes qui sont ici, là, ils savent pourquoi. Mais là, ce mois-ci, au mois de mars, on va mettre des ordonnances bleues pour tous les médecins. Le but, c'est que les patients, ils nous disent, mais pourquoi c'est bleu votre ordo? Et que là, boum, on fasse un petit élément de prévention. Bah oui, c'est bleu, parce qu'il y a le cancer colorectal, c'est Mars Bleu. Et d'ailleurs, vous avez 55 ans, vous savez que vous avez votre dépistage à faire. Donc c'est ça en fait, ça c'est sur le plan individuel. Après, ça sur la maison de santé, ça va être sous l'impulsion plutôt de la coordinatrice de la maison de santé, qui va faire de la communication auprès de l'ensemble des soignants du pôle de santé, donc que ce soit aussi les pharmacies, les sages-femmes, elle va s'assurer que tout le monde a reçu l'info, et elle va participer à la décoration du cabinet. Et moi, en tant que médecin, dans mon cabinet, là c'est le plan individuel, je vois le patient, je vais lui proposer le dépistage, mais maintenant que j'ai mon assistante médicale, c'est elle qui le fait. Et pendant qu'elle le fait, moi je peux me concentrer sur le dossier du patient, finaliser une ordonnance. C'est ça le gain de temps aussi et le confort qu'on peut avoir grâce à l'assistante médicale. Donc elle, en général, moi sur une consultation type, elle va checker rapidement qu'il y a le plan de sang et en fin de consulte, une fois qu'elle a facturé la consultation, elle va lui donner l'enveloppe et lui expliquer comment la faire. Et moi, pendant ce temps-là, je peux finaliser mes ordonnances. Une prise de sang, un renouvellement d'ordonnance, réévaluer, vérifier que tout soit OK. Et éventuellement faire autre chose, répondre à un mail si j'ai envie, enfin voilà. Donc à travers cette diapo, j'espère que j'ai pu vous sensibiliser aux différents échelons possibles d'exercice. N'hésitez pas, après l'atelier, pendant la pause, je serai au niveau du stand de l'Isère. Donc c'est tout au fond à gauche avec Émeric Sentier. Si vous voulez poser des questions sur les CPTS, sur les maisons de santé, sur les assistants médicaux, ou si vous avez envie, si vous êtes intéressé pour vous installer dans le Nord-Isère, la plus belle des régions, là où j'exerce, n'hésitez pas à venir me voir et je vous répondrai à vos questions avec plaisir. Pour aller plus loin, donc mes coordonnées, celles de ma coordinatrice, Asmet, c'est mon assistante, mais c'est moi, vous pouvez me contacter là-dessus. Il y a, pour les assistants médicaux, il y a le site de la Sécu qui est bien fait et qui donne toutes ses sources. Avec Santé, c'est la Fédération des maisons de santé, pareil, il y a pas mal de documentation. La FCPTS, c'est la Fédération nationale des CPTS. Et enfin, la FEMAZORA ECO, ça c'est la Fédération régionale des maisons de santé en gros, et de l'exercice coordonné. Voilà, donc pour les questions, ce sera après. Merci. Donc, vous l'aurez bien compris, la prévention, ce n'est pas seulement une affaire de profession de santé. Et elle s'exerce différemment en fonction de l'échelle populationnelle qu'on va toucher. Attaquons maintenant le sujet des kinésithérapeutes. C'est une profession à laquelle nous faisons beaucoup appel. Et en tant que médecin généraliste, malheureusement, leur rôle de prévention nous est souvent très flou. Nous allons donc demander à Jeanne de nous éclairer à ce propos. Bonjour à tous et à toutes, du coup je suis Jeanne, comme l'a dit Tanguy, je suis présidente de la FNEC et je suis étudiante en 5e année à Orléans.
Du coup, évidemment, comme tu l'as dit aussi au début, il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure pour parler prévention et puis pour que je puisse vous parler de la prévention en kinésithérapie. Mais la première question, c'est est-ce qu'on fait de la prévention en kinésithérapie? Est-ce qu'on peut en faire? Évidemment, la réponse est oui, puisqu'on a une formation qui nous prépare à ça et qui nous donne toutes les compétences. Tout d'abord, c'est une formation qui est en 5 ans en kinésithérapie. C'est une formation qui est répartie en 2 cycles sur un schéma classique licence-master et puis qui comporte 32 unités d'enseignement, dont 2 intégrées, qui comportent exclusivement de la prévention, de la promotion en santé et de l'éducation thérapeutique. On doit mobiliser au cours de notre formation 11 compétences. Au cours de nos 42 semaines de stage minimum. Donc ça, c'est une grande richesse de notre formation. C'est les 42 semaines de stage qu'on a, qui sont réparties sur les 4 années en institut. Et du coup, pour revenir sur les unités d'enseignement dont je vous parlais, on en a 2, l'UE1 en santé publique, qui qui se fait en premier cycle, donc sur la 2e et la 3e année d'études de kinésithérapie, et l'UE24 sur le 2e cycle, donc 4e et 5e année. Ces 2 UE, ils permettent en fait de vraiment avoir des connaissances d'abord en UE1 théorique sur vraiment la santé publique, ce que c'est que la prévention primaire, secondaire, tertiaire, la promotion de la santé. Et ça permet aussi de commencer à faire des travaux de groupe sur des actions de prévention par des posters, par exemple, des affiches, et de se rapprocher doucement de d'autres professions de santé, de d'autres filières en santé, notamment grâce aux services sanitaires, qui est une grande richesse de nos formations. C'est les prémices du travail en exercice pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, et ça nous permet vraiment, dès la formation initiale, de comprendre le rôle et les compétences de chacun et de chacune dans les prises en charge des patients, dans la prévention des populations, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte et chez les personnes âgées. Et puis l'UE24, c'est vraiment, comme c'est écrit, l'intervention du kinésithérapeute en santé publique. Et là, on n'est plus du tout sur de la théorie, mais vraiment, on envoie les étudiants et les étudiantes faire de la prévention, pareil, sur des lieux de travail, dans des écoles. Le but étant on a vraiment une formation qui est très professionnalisante et que dès la sortie du diplôme, on soit tout à fait prêt à répondre aux enjeux de santé publique. Après, on peut faire le lien avec la compétence 3 dont je vous parlais. On a 11 compétences et la compétence 3 est totalement tournée vers cette démarche de santé publique, de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage. Et du coup, on intègre vraiment au cours de notre formation les politiques de santé publique, les priorités en santé publique. Et le but, c'est d'accompagner dès nos stages et dès notre formation les patients et leurs entourages vers des changements d'habitude, de mode de vie, etc. Et on met un accent vraiment très fort sur la prise en charge, encore une fois, pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, des pathologies chroniques, des polypathologies, pathologies complexes, etc. Et on met à cœur d'avoir vraiment toujours le patient comme co-auteur et co-décideur de son plan de soins, de son parcours de soins et des suivis de soins, et notamment ce dès la prévention, donc dès même l'apparition soit de la pathologie, soit des risques et des complications derrière. Et après, on peut faire le lien directement avec notre formation, notre profession, de passer de la formation à la profession, où là, on retrouve 10 activités principales dans le champ de la kinésithérapie. Et la 5e activité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prévention, le dépistage, le conseil et l'expertise, éducation thérapeutique chez le kinésithérapeute pour les patients. Là, on retrouve de la prévention primaire et de la prévention secondaire à titre individuel ou collectif, de la prévention tertiaire dans les contextes de soins, de mise en place d'actions de suivi thérapeutique, et puis toujours, forcément en kinésithérapie, un de nos grands champs d'action, c'est tout ce qui est promotion et intégration, promotion de l'intégration des personnes qui sont en situation de handicap ou d'incapacité fonctionnelle. Et puis on retrouve toujours l'éducation thérapeutique du patient qu'on fait depuis notre première année d'études, 2e année d'études, première année en institut de formation. Pourquoi kinésithérapie, évidemment, professionnelle du mouvement et de l'activité physique. Un kinésithérapeute, c'est le seul professionnel de santé aujourd'hui qui fait de l'activité physique et qui promeut l'activité physique. Et c'est l'activité physique et le mouvement, la base clé de notre formation, de notre profession, et notamment aussi forcément en prévention. Mais ce mouvement et cette activité physique, elle concerne tout le monde, dans tous les champs d'action. On intervient en CPTS, dont vous a parlé Florian, on intervient en MSP, dans les cabinets libéraux, on intervient également à l'hôpital, dans des équipes de soins, et puis plus particulièrement sur des lieux de travail, dans des écoles, dans des centres, pour parler activité physique et mouvement. Et on intervient, comme je vous disais, depuis le plus jeune âge jusque chez les personnes âgées,
toute population confondue. Et donc, pour revenir on va commencer par le plus jeune âge, je voulais vous parler notamment de la prévention en pédiatrie. C'est quelque chose qui n'est pas encore très connu en kinésithérapie, le fait que les kinésithérapeutes interviennent chez les nourrissons. En général, quand on dit kinésithérapie et nourrisson, on pense à la bronchiolite, certes, mais on intervient aussi surtout sur la prévention des troubles orthopédiques, des plagiocéphalies, des malformations, déformations et malpositions du pied. Là, je vais vous parler un peu concrètement plutôt des DPC, donc tout ce qui est déformation crânienne positionnelle. Un kinésithérapeute, il doit intervenir dès le premier mois de la vie, c'est-à-dire vraiment tout de suite pour faire de la prévention. Le médecin, le pédiatre dirige les parents et leurs nourrissons vers le kinésithérapeute pour parler symétrie des compétences neuromotrices, pour parler variation de posture, portage du bébé. Par exemple, quelque chose qu'on recommande en prévention des troubles de la malformation chez le nourrisson, c'est le portage qui favorise l'enroulement des épaules et du bassin avec un portage dans les bras ou un portage en écharpe. Ça, c'est des choses toutes simples qui concernent directement les parents. C'est de l'éducation thérapeutique et c'est de la prévention dès la petite enfance, du coup. Dès vraiment le premier mois de la vie, comme je vous disais. Ensuite, on fait aussi de la prévention dans la petite enfance et jusqu'à l'entrée à l'âge adulte, donc fin de l'adolescence. Là, ça va être de la prévention tertiaire sur les risques de complications suite aux scolioses ou aux troubles du neurodéveloppement. Là, on intervient directement chez des patients diagnostiqués, ça soit dans des centres, des IME, ou même dans du cabinet en MSP, en CPTS, etc. Après, on fait aussi, du coup, forcément, de la prévention chez les actifs. Et là, on parle tout de suite beaucoup plus activité physique, c'est beaucoup plus connu. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui a été sorti à ce sujet sur les bienfaits et les bénéfices de l'activité physique chez les actifs. L'intérêt de promouvoir l'activité physique, qui est vraiment un outil de prévention, c'est de limiter les facteurs de risque cardiovasculaire, l'apparition de pathologies comme la Covid-19, de l'obésité, du diabète, hypertension artérielle ou encore troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est très connu. Là, on travaille beaucoup, par exemple, avec les ergonomes. Les ergonomes qui nous aident à faire de la prévention des troubles musculo-squelettiques au travail sur plein de professions différentes, et notamment en entreprise, en industrie, ou encore une profession qui est très demandeuse, c'est les coiffeurs et les coiffeuses. C'est une profession qui est très sujette aux troubles musculo-squelettiques de par leur grande amplitude horaire de travail et par la position qu'ils ont au travail. Et du coup, ça c'est quelque chose où les kinésithérapeutes interviennent directement auprès de ces personnes-là en collaboration avec des ergonomes et autres professionnels de santé en lien avec toujours activité physique et mouvement. On intervient aussi chez les personnes âgées. Évidemment, c'est un de nos grands champs d'action, les personnes âgées, la gériatrie. L'activité physique nous sert à prévenir les risques de chute, à maintenir l'autonomie, à gérer le mieux vivre, qui est très, très, très au cœur des politiques de santé publique en ce moment, le bien vieillir et le mieux vivre. Et là, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le programme ICOP, qui a été construit par l'OMS, qui est un programme directement sur la pluriprofessionnalisation et la pluridisciplinarité en prévention chez les personnes âgées de plus de 60 ans. C'est vraiment un programme qui rend le patient acteur de sa prise en charge et de son suivi. Le but étant de prendre ce patient dans sa globalité, de vraiment inclure à la fois ses capacités fonctionnelles, mais aussi sa santé mentale et ses capacités neurocognitives, de remettre le patient dans son environnement, avec son mode de vie, en prenant en compte toutes ses capacités, comme je vous disais, mais aussi toutes les pathologies qui lui sont associées. Et c'est un programme qui se déroule en 5 étapes. On va d'abord faire du dépistage. Ensuite, on va faire de l'évaluation. On va établir un plan de soins pluriprofessionnel et pluridisciplinaire personnalisé aux patients. On va ensuite mettre en place ce parcours de soins et son suivi. Et enfin, il y aura tout ce qui va être implication des collectivités et implication des aidants, qui ont une très très grande place dans la prévention, notamment la prévention tertiaire. Donc voilà, nous on travaille énormément avec les aidants en kinésithérapie. C'est aussi forcément la grande chance de notre métier, c'est de voir régulièrement nos patients, de comprendre rapidement leur environnement et du coup les personnes qui les entourent et leurs aidants. Et donc on intègre complètement, le programme ICOP intègre complètement ces aidants. Pour aller plus loin, donc je vous disais, la relation masseur-kinésithérapeute et patient, elle permet du coup le maintien de l'autonomie sur le long terme. Et on dit souvent, la vie c'est un marathon, il ne faut pas s'arrêter en route. Et le kinésithérapeute, il est là pour juste permettre aux patients d'aller jusqu'au bout de ce marathon et
et de pouvoir garder un maximum d'autonomie, de vivre chez lui ou chez elle le plus longtemps possible. Et surtout, c'est vraiment la bonne santé jusqu'à la fin de la vie, enfin la meilleure santé possible. Et je vous ai mis ensuite toutes les sources de ce dont je vous ai parlé, notamment je vous ai remis quelque chose sur la plagiocéphalie chez les nourrissons, je vous ai parlé du coup des troubles orthopédiques, l'activité physique, le programme ICOP, etc. Et pour conclure, je pense que vraiment, déjà, je remercie l'ISNAR IMG de nous avoir invités sur cette table ronde. Et c'est vraiment quelque chose qui est très actuel, la pluriprofessionnalisation et la pluridisciplinarité dans la prévention, notamment avec les demi-journées parlementaires qu'il y a cette année. Il y en a une en décembre, il y en a une en avril, et où on intègre de nouvelles politiques de santé publique en kinésithérapie. On essaye vraiment de sensibiliser l'importance de la prévention en santé mentale, encore une fois, du fait de la proximité qu'on a avec nos patients, du fait de les voir régulièrement et de les prendre dans leur globalité avec leur environnement et leur entourage. On se rend compte des soucis et des problématiques en santé mentale qu'il peut y avoir. Et voilà, donc ces demi-journées parlementaires sont nécessaires et toujours rappeler l'importance de l'exercice coordonné pour vraiment pouvoir ne rater aucun aspect de nos patients et toujours les intégrer au cœur du soin. Merci. Voilà qui conclut notre présentation. Merci Jeanne pour ces explications concrètes et ces éclaircissements sur la place des kinés en matière de prévention. Nous allons donc pouvoir passer à un tour de questions. Il y a des micros qui circulent déjà dans la salle pour permettre de les exposer. Donc, je vous en prie, allez-y. Bonjour, je m'appelle Aurélia, je suis interne à Lyon. J'ai une question du coup pour Jeanne notamment. Quand tu parles de prévention, plagiocéphalie, troubles neuromusculaires chez l'enfant, du coup, c'est des choses que nous, on peut prescrire pendant le premier mois de vie. Oui, c'est ça, exactement. En fait, chez le nourrisson, il y a tous les programmes de prévention, c'est les recommandations de l'HAS notamment sur en fait, les troubles du développement, les malformations chez le nourrisson, avec de la prévention qui va être prénatale. Donc ça ne concerne pas forcément les masseurs kinésithérapeutes, mais plus tout ce qui va être médecin, sage-femme, parce qu'en fait, ça va concerner vraiment la femme et les conditions et les modes de vie de la femme pendant la grossesse vont conditionner ensuite les malformations chez l'enfant. Et ensuite, après la naissance, il va y avoir le rôle du médecin, de la sage-femme, du kinésithérapeute à l'hôpital, en maternité. Et une fois qu'il y aura la sortie de la maternité, il y a tout ce qui va être passage chez le pédiatre. Et là, s'il y a un risque de malformation, d'apparition de malformation, ou simplement une volonté de faire de la prévention, aussi de l'éducation thérapeutique des patients, dès le premier mois de la vie, il est recommandé que le pédiatre ou le médecin adresse la famille, et donc le nourrisson, chez le kinésithérapeute pour cette prévention. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question ou pas. Ok, chouette. Et juste, si je peux rebondir, en matière de prescription, comment on le note pour que ça soit coté correctement pour vous aussi derrière, surtout dans la prise en charge plagiocéphalie, est-ce que c'est juste prise en charge plagiocéphalie ou prévention de ça, pour pas oublier un terme et que vous ne soyez pas sous-coté au niveau de la rémunération? Alors moi, je vais pas mentir, je suis encore pas très compétente en termes de cotation, c'est pas mon premier champ de compétences, mais il existe, en fait, chaque traitement est coté avec les AMS et les AMK qui sont nos cotations, et effectivement, en fait, il faut, dans le référentiel des cotations, il existe des cotations pour la pédiatrie, pour la petite enfance et aussi pour la prévention. Ce sont des cotations à part entière puisque ça rentre dans les 10 activités du kinésithérapeute. Mais je ne saurais pas te dire quelle cotation. Les kinésithérapeutes, en général, ils ont leur livret de cotation, même eux, sur leur ordinateur. Donc. Du coup, Mathieu, je suis jeune médecin remplaçant à Rennes. J'avais une question pour le médecin, je n'ai pas retenu ton prénom. Comment ça s'organise avec l'assistante médicale en fait en pratique dans le cabinet? C'est des consultations à deux, elle voit les patients après. Enfin voilà. Et est-ce que ça permet de faire plus de consultations par jour ou enfin comment après ça modifie la pratique en termes d'actes ou de temps de consultation?
Oui, donc moi c'est Florian Val. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux en faire, ça dépend de tes possibilités. Moi, concrètement, j'ai très rarement la possibilité d'avoir 2 cabinets, parce qu'on est 8 médecins, mais on n'a que 6 cabinets actuellement. On a une extension de prévue dans 1 an. Donc du coup, aujourd'hui, très souvent, je suis coincé, entre guillemets, dans le même cabinet avec mon assistante. Mais c'est quand même un exercice qui, pour moi, est très agréable. Avant, j'avais des consultes de 20 minutes tout seul. Donc je faisais tout de A à Z, l'accueil du patient, interrogatoire, la gestion du dossier informatique, la facturation, l'examen clinique, l'établissement des ordonnances, la prévention, le plan de soins. Je faisais tout seul. Maintenant, à 2, avec mon assistante, eh ben, elle fait la facturation, elle prend les constantes, elle déshabille le patient, elle remplit le dossier un petit peu justement avec les constantes, elle vérifie un peu le côté prévention et plan de soins, ce que je fais un peu en parallèle aussi, mais surtout c'est elle qui va donner l'information. Par exemple, dans mon territoire, l'Est lyonnais et Chambéry, on a eu une épidémie de méningite B récemment, c'est encore en cours dans l'Est lyonnais. Du coup, on devait faire de la prévention un maximum chez les 16-24 ans pour qu'ils se fassent vacciner. Bah elle, dès qu'elle voyait un patient de 16-24 ans, elle enchaînait comme une machine, pouf, elle faisait la prévention, elle expliquait l'intérêt du vaccin et elle proposait la vaccination. Et moi, c'était une charge mentale en moins que j'avais. Donc ça, concrètement, c'est comme ça que ça s'organise. Aujourd'hui, donc moi, je prends un patient, il arrive dans le cabinet, je lui dis bonjour, je l'interroge. Elle, pour l'instant, elle ouvre le dossier. Quand c'est de la psycho, c'est elle qui va écrire le mot d'observation. Comme ça, je suis vraiment dans la relation avec mon patient et je ne suis pas devant un écran. Ça, c'est hyper agréable. Quand c'est pas de la psycho, un renouvellement d'ordonnance, elle va commencer très rapidement à le déshabiller, à prendre poids taille, tout ça. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me plonger dans le dossier du patient, les ordonnances, la prise de sang, éventuellement réévaluer. Et du coup, moi, après, je vais faire mon examen clinique. Et pendant ce temps-là, c'est l'assistante qui elle va faire la facturation, éventuellement un arrêt de travail ou des choses comme ça. Donc, sur un même cabinet, c'est comme ça qu'on s'organise. Aujourd'hui, avant j'étais des fois un peu à la bourre, je le suis presque plus. Enfin, maintenant 20 minutes, je tiens bien mon délai et je pourrais passer en 15 minutes, je pense, mais j'en ai pas envie pour l'instant. Voilà. Après, sur 2 cabinets, c'est une autre organisation. Elle fait la pré-consulte, elle prend le patient pendant 15 minutes. Là, par contre, je fais toutes les 15 minutes sur 2 cabinets. Pendant 15 minutes, elle prend le patient, elle l'interroge vite fait juste pourquoi vous venez. Elle fait pas de la médecine, hein, c'est pas son rôle. Si c'est un truc spécifique, il y a un ECG à faire, elle va le faire. Si elle va prendre les constantes et tout ça, s'il y a de la prévention, elle va le faire. Et moi, en fait, j'arrive, elle m'appelle dès qu'elle a fini, ça dure un quart d'heure en général. Moi, pendant ce temps-là, j'étais avec le patient d'avant. Et là, quand elle m'appelle, j'arrive, elle me dit juste, en 10 secondes, elle me dit pourquoi il vient, ce qu'elle a fait, et moi, je peux enchaîner. Du coup, je fais mon examen clinique, je fais mon interrogatoire et ma prise en charge. Et en 15 minutes, j'y arrive parce qu'elle a déjà préparé le travail, elle a déjà même facturé. Et elle, pendant ce temps-là, donc moi je suis avec mon patient qu'elle venait de voir, elle a commencé celui d'après. Donc sur 2 cabinets, c'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, il y a peut-être d'autres organisations avec des assistantes dans d'autres cabinets. Chacun peut faire comme il veut. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bonjour, je suis Florentin Boerstam. Alors toujours pour la plagiocéphalie, je sais que chaque enfant est différent, mais ça prend à peu près combien de temps pour les séances pour arriver à un bon résultat à long terme ou à court terme? Et est-ce que la durée de prescription de notre ordonnance pour le kiné a un délai ou est-ce qu'il faudra renouveler? Comment ça se passe? Alors, effectivement, tous les enfants sont différents. En fait, il y a des plagiocéphalies où en fait, il y a des traitements qui seront seulement des traitements préventifs où la plagiocéphalie n'apparaîtra pas, du coup, puisque la prévention aura été efficace. Et lorsqu'il y a plagiocéphalie, on met en place du coup le traitement de rééducation à base, du coup, je disais, de mouvements de la tête, de favoriser les rotations, le portage, etc. Une ordonnance en kinésithérapie se renouvelle effectivement. Il faut qu'il y ait un nombre de séances qui soit... En fait, on demande maintenant aux médecins de ne pas mettre de nombre de séances sur les ordonnances. Sinon, on est limité. En fait, on est limité. Et nous, dans nos recommandations, on a des nombres de séances limites en fonction des traitements. Là, j'ai pas le terme... Enfin, j'ai pas le nombre exact. Peut-être que Florian, là, c'est tout l'intérêt de l'exercice pluriprofessionnel, mais j'ai pas le nombre exact pour la plagio. Mais
les prises en charge chez les nourrissons sont assez, enfin dans la petite enfance sont en général assez courtes, puisque en fait c'est très rapide, le crâne est très vite déformable, donc en fait c'est en général assez court. Si on intervient dès le premier mois de la vie, au bout de quelques semaines, c'est 3-4 semaines parfois, c'est avec de l'éducation thérapeutique des parents et de l'autorééducation à la maison, c'est bon. Pour compléter, les plagiocéphalies, retenez qu'il y a des... Enfin, il faudrait se former là-dessus, mais c'est hyper intéressant. Il y a des formes discrètes, modérées, sévères. C'est vrai que plutôt c'est pris en charge autour des 1 ou 2 mois. Moi, je dis en général, mieux c'est. Il faut avoir un contact de kinés qui font de la pédiatrie dans le secteur où tu exerces, ce qui n'est pas si simple partout. En général, ça passe... en fait, ça se stabilise très, très souvent au bout de 3-4 mois et ça ne bouge plus. Sachez aussi que les spécialistes, donc souvent c'est des des neurochires pédiatriques, sur Lyon il y a la CHFME par exemple, ou Val d'Ouest, sachez qu'ils ne les voient pas avant 5 mois là-bas. Donc une plagio à 2 mois, ça ne sert à rien de l'adresser. Par contre, prise en charge kiné, ça c'est important. Donc retenez ça. Avant 5 mois, c'est kiné plus. Et aussi conditions de portage, essayer au maximum de ne pas les laisser allonger. Après, si tu veux des infos plus précises, il y a Laure qui est juste en face de toi, juste devant toi à droite, qui est bien formée sur la plagio, tu pourras lui demander. Voilà. C'est mon interne, c'est pour ça. Bonjour, moi je suis Marie-Henri, la responsable PMI sur la Haute-Loire et je suis quête de santé. Je voulais juste poser une question au docteur Val par rapport à votre assistante. Quel diplôme elle a ? Parce que dans le fonctionnement que vous expliquez, c'est à peu près le fonctionnement de notre médecin de PMI qui, je fais le lien du coup... Qui a des auxiliaires. Alors, c'est pas une auxiliaire, c'est des puéricultrices qui voient les mamans et les bébés dans un premier temps. Elles font tout l'examen, le poids, la taille et tout ce qui est interrogatoire, à savoir l'alimentation, le sommeil, voilà. Alors moi, elle va pas aussi loin que les puères. C'est-à-dire qu'elle va pas faire partir... En fait, elle va pas faire de médical pur, sauf sur ma délégation. Quand c'est du discours très prémâché sur de la prévention, elle va le faire. Expliquer comment faire un cancer colorectal avec l'enveloppe bleue, c'est toujours la même chose, donc ça elle peut. Par contre, aller donner des conseils sur la diversification et surtout répondre aux questions des parents, ça elle le fait pas. Elle va pas répondre aux questions. Elle va pas donner des réponses très précises sur des trucs qui peuvent un peu aller sur du cas particulier. C'est pas son rôle. C'est pas comme une auxiliaire. La formation de base des assistants, en fait, c'est un peu flou. C'est un nouveau métier. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas une assistante qui sort de l'école. Ça n'existe pas. Enfin, c'est en cours, mais ça n'existe pas encore. Moi, mon assistante médicale, elle était secrétaire médicale. Elle a fait 10 ans en gynécologie et je l'ai recrutée. Elle était encore secrétaire là-bas. J'ai fait une annonce sur Internet et elle a demandé. Et puis je l'ai rencontrée et je l'ai prise. Mais dans les 2 ans, il faut qu'elle rentre quand même faire valider des unités d'enseignement, des UE, pour valider le diplôme d'assistante médicale. Mais là, il y a des changements en cours en 2023 pour faire des validations d'acquis par compétence, par expérience, des VAE, on appelle ça. Mais bon, c'est un peu complexe. En gros, sachez qu'il va y avoir des écoles d'assistantes médicales. C'est des nouveaux métiers et que c'est un peu en changement. C'est comme les IPA, c'est des nouveaux métiers un peu en changement. Donc voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas auxiliaire puère. Mais moi, dans la pédiatrie, dans le suivi de l'enfant, en effet, elle va prendre les constantes. Parce que moi, j'estime que faire 10 ans d'études pour mesurer et peser un enfant, c'est pas forcément mon taf. Et du coup, moi, j'aime bien qu'elle le fasse pour moi. Et pendant ce temps-là, je peux parler avec les parents. Je peux parler diversification, je peux parler aussi de la psycho à la maison, comment ça se passe. Et voilà. D'accord, merci. Bonjour, Émeric de Grenoble. Je voulais parler à Manon Morel concernant les IPA et la Loiriste. Donc, je voulais savoir quel était votre avis concernant la primo-prescription et primo-consultation. Merci. Tellement pas prévisible cette question. Du coup, merci pour cette question. Le positionnement de la FNESI et globalement sur cette loi, c'est essentiellement En fait, cette loi, elle permet de mettre en avant les compétences infirmières qui sont là depuis des années, mais malheureusement qui ne sont pas assez saisies par le système de santé. Mais pour être honnête avec toi, au niveau de la FNESI, nous, on a mis l'accent sur la formation. Parce que certes, c'est bien de reconnaître les compétences, mais après, il faut qu'il y ait une formation derrière. Il faut que les professionnels soient formés correctement aux gestes techniques, etc., pour pouvoir bien prendre en soin les patients et
et tout ce qui a trait à la primo-prescription, etc. Est-ce que ça répond à la question ? Je peux compléter ? Juste, un IPA, concrètement, il ne va pas aller dans n'importe quel bled et ouvrir un cabinet et s'installer. Non, ça ne se fera pas. Moi, je te dis, moi, je suis convaincu que ça ne se fera pas comme ça. Un IPA, il va travailler dans un exercice coordonné, c'est-à-dire autour d'une équipe, coordonnée en général par des médecins généralistes quand même. Du coup, même s'il y a une primo-consultation qui n'est pas forcément demandée par le médecin, eh ben, si un infirmier il a des critères de sélection d'accueil des patients, moi par exemple dans les maisons de santé, aujourd'hui j'accueille plus que des patients de mon village, parce que j'ai plus de place forcément, et du coup il aura les mêmes critères de sélection que nous, c'est-à-dire il va prendre des patients qui sont du village, et ils pourront peut-être commencer par lui il va faire son travail, je dis lui ou elle, hein. Et là, par contre, il va dire, il faut rentrer côté médecin, moi je travaille avec tel médecin, il faudra aller le voir pour la suite de la prise en charge. Moi je pense que c'est comme ça qu'ils ont pensé cette loi. Après, oui, il y a des risques de dérive, je pense que ça c'est plusieurs qui se sont posé la question. C'est vrai, mais je pense que les principaux syndicats de médecins en ont conscience et que justement ils veulent pointer du doigt justement ce risque et cadrer un peu mieux cette loi. Mais dans l'idée, je pense que cette loi a été pensée comme ça. Voilà, c'est mon avis. Hein. Oui, c'est ça. Et il y a aussi, tout à l'heure, sur une de mes dernières diapos, normalement, on pouvait voir que l'infirmier, il collabore et il interagit avec vraiment tous les professionnels de santé et il fait du lien avec tout le monde. Le but, c'est pas de faire du soin de notre côté, mais c'est toujours de travailler en collaboration, comme Florian a pu le dire, et voilà, de le cadrer derrière. Mais oui, c'est aussi pour l'instant, il n'y a pas vraiment de suite à cette loi. Enfin, c'est encore un peu flou et je comprends ces interrogations, mais normalement, c'est la suite logique de la proposition de loi. Ouais, en fait, j'ai fait une petite recherche il y a un peu plus d'un mois. J'ai tapé IPA sur Doctolib et je vois à foison des IPA qui sont prêts à nous accueillir des patients seuls. Je suis étonné à foison parce que franchement, je ne sais pas si tu sais combien il y en a en France aujourd'hui, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, mais il y en a une cinquantaine, hein, c'est pas... il n'y en a pas des milliers. Hein. Et à des tarifs qui sont en plus différents des nôtres. Quoi. Donc, oui, mais il ne faut pas comparer les tarifs. Tu sais, c'est comme avec les pharmaciens, ils ont des tarifs spécifiques. Par exemple, pour faire le bilan de médication partagé, 60 balles la consulte, mais ce n'est pas une consulte qui dure 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes. C'est des consultations de 45 minutes, enfin, de manière générale. Et les IPA, quand ils ont 60 € aussi, c'est des forfaits, hein, c'est au trimestre, quel que soit le nombre de fois où ils voient le patient. Ça peut être une fois, ça peut être 4 fois, 10 fois. Ils auront un forfait trimestriel. Et sur ces 60 €, c'est pas 15-20 minutes de consulte qu'ils y passent. En général, ça va être 3 quarts d'heure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer forcément les tarifs et les métiers. Après, que les médecins, qu'on ne gagne pas assez, que 25 € la consulte, ce soit du foutage de gueule, et que l'augmentation de 26,50 soit du foutage de gueule, moi je le partage. Mais il ne faut pas aller comparer les tarifs que les autres gagnent, il ne faut pas être jaloux de ce que les autres peuvent gagner sur leur consulte. Je pense que c'est un autre débat, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans aujourd'hui. Après, juste pour rappeler, voilà, le but de l'atelier, c'est pas non plus des débats de la légitimité des IPA ou pas. On aura tous notre avis dessus. Vous pourrez ou pas travailler avec. C'est pas tellement ça. C'est plutôt si on veut travailler avec, c'est comment on peut travailler avec. Dans quel parcours coordonné, qui est vraiment le grand mot de cet atelier. Mais effectivement, et après, je ne vous rappellerai pas les positions de l'ISNAR IMG qui ont été déjà évoquées par notre président hier lors de son discours sur l'accès aux soins et la loi RIST. À ce niveau-là, mais voilà, c'est juste pour centrer un peu le débat. Il nous reste 2 petites minutes de questions. Donc voilà, si ça peut un peu plus s'axer sur vraiment l'exercice coordonné, je vous remercie. Justement, du coup, ma question, c'est concernant les CPTS et les maisons de santé. Est-ce qu'on ne perd pas le côté libéral à être employé de la Sécu, en fait, avec leurs objectifs qui n'est pas forcément peut-être le nôtre ? Qui t'a dit que j'étais employé de la Sécu ? En fait, quand il y a un contrat... Quand la CPTS ou la MSP dépendent de la Sécu, est-ce qu'eux ne donnent pas les objectifs ? C'est une méconnaissance du contrat, donc je n'ai pas de problème, je vais t'expliquer. En fait, que ce soit les MSP ou les CPTS, c'est pareil. En fait, on va signer un contrat. Ce contrat, il nous engage juste à essayer d'atteindre des objectifs qui sont pertinents en général quand même. Par exemple, dans une maison de santé, on s'engage à recevoir des internes. On s'engage à ouvrir tous les jours, éventuellement samedi matin. On s'engage à prendre en charge des patients le jour même pour des soins non programmés. On s'engage éventuellement à faire des protocoles ensemble. Mais dans le financement, en fait, il y a 2 parties. Il y a une partie fixe, qu'on appelle socle, et une partie optionnelle. La partie fixe, même si tu ne remplis pas les objectifs, tu l'auras dans tous les cas. Après, c'est que si tu remplis les objectifs, là, tu auras des financements supplémentaires. Donc au final, tu n'es pas du tout
employé de la Sécu, c'est une grosse connerie, c'est juste qu'on a des bases. On a un financement de base, et si tu remplis les objectifs, tu auras des financements supplémentaires. Mais tu n'es pas contraint. Quand on parle de négociation des ACI, des accords conventionnels interprofessionnels, c'est bien une négociation. Ça veut dire que tu as toute ta part dans la négoce, et tu es autant acteur que la Sécu et l'ARS. Et c'est même eux qui font des pieds et des mains pour que tu t'engages, et du coup, c'est même toi qui es maître de ce que tu fais. Et les CPTS, c'est exactement la même chose. Plutôt, un jour, on va nous les imposer s'il n'y en a pas dans les territoires. Donc non, c'est dit plutôt qu'on nous l'impose, on va le faire nous-mêmes. Aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut, comme on veut. Il faut savoir que chaque maison de santé et chaque CPTS, elles se réunissent autour d'un projet de santé. Ce projet de santé, il est réfléchi par les soignants, par les libéraux. Et donc, c'est les libéraux qui sont maîtres de leur projet de santé, qui sont maîtres de leur fonctionnement. Nous, on a décidé de fonctionner de cette manière, d'autres CPTS d'une autre manière, des maisons de santé aussi fonctionnent différemment. Mais on reste des libéraux et on reste maîtres de ce qu'on fait. On n'est pas du tout, alors là, c'est vraiment, il faut que tu enlèves ça de la tête, on n'est pas du tout en paix de la Sécu, bien au contraire. La Sécu qui nous font des pieds et des mains et qui nous donne du fric pour qu'on fasse des choses. Moi, j'ai une toute petite question, si c'est possible. Vous, docteur Val, vous séparez, quand vous dites j'ai plus de temps médical parce que l'assistante médicale fait de la prévention. Moi, ça me pose un peu question personnellement, parce que pour moi, la prévention, ça fait partie du médical. Donc, est-ce que moi, je trouverais ça un peu frustrant de ne plus faire de prévention du tout et de faire que de l'organique, personnellement, parce que je trouve que ça fait partie de... Est-ce que j'ai dit que je ne faisais plus du tout de prévention? Ah non, vous n'avez pas dit ça. Tu as dit que c'était une tâche médicale. Tu as raison. C'est quoi le titre de mon assistante? Assistante médicale. Après, le titre de l'atelier, c'est la prévention. Ce n'est pas qu'une affaire de médecin. Donc oui, il n'y a pas que moi qui fais de la prévention. Après, c'est parce que j'ai une assistante médicale, je ne fais plus de prévention. Exemple typique, suivi d'un enfant, 10 ans, c'est moi qui vais regarder s'il n'a pas une scoliose. Je fais de la prévention. Par contre, oui, le dépistage du cancer colorectal, c'est assez répétitif. J'en fais tous les jours. Je pense que je dois avoir 3-4 patients par jour qui ont de 50 et 65 ans. Donc oui, répéter 4 fois la même chose dans la journée, c'est un peu redondant. Donc je préfère que ce soit mon assistante qui le fasse. Mais... en effet, il y a des éléments de prévention que c'est pas à mon assistante de le faire, bien évidemment. Et moi aussi, j'aime bien faire de la prévention. Après, il faut prioriser. On est aussi dans un moment où peut-être se prioriser sur la réévaluation d'un traitement, c'est plus important que sur la prévention que mon assistante peut faire. Donc tout ce que je peux déléguer, quand même, je vais essayer de le déléguer. Voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Après, il y en a, ça ne convient pas à l'assistant médical. Il y en a, ils ne pourront pas travailler avec des assistants et c'est pas leur mode de fonctionnement, il ne faut pas y aller. J'ai pas dit qu'il fallait aller absolument dans ces modes d'exercice. Et c'est comme moi je travaille en maison de santé, il y en a, ils ont pas envie de travailler en maison de santé. Hein. Et c'est comme les CPTS, il n'y a aucune obligation à adhérer à une CPTS. C'est des outils qu'on propose. Si tu n'as pas envie, moi dans mon territoire, les médecins, ils n'ont pas envie d'y être, ils font ce qu'ils veulent. Hein. On les oblige pas, ça les impacte pas. C'est des outils, tu le fais, si tu as envie, tu n'es pas obligé. Ok, donc merci pour toutes ces réponses. En gros, ce qu'il faut conclure, c'est qu'il y a énormément, et comme je l'ai introduit, de manières de travailler en prévention. On va tous le faire de manière différente. On est tous déjà des internes et des médecins qui exerçons, communiquons avec nos patients, traitons les choses de manière différente. On pourra travailler avec énormément de professionnels et aussi avec eux de manière différente parce que chaque duo de personnes, que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, est différent. On est libre de faire ça. L'atelier était le but de poser plein de questions, plein d'interrogations encore. On n'aura pas toutes les réponses aux questions que vous avez, j'en suis désolé. Mais c'est aussi des sujets à garder pour vous, à discuter avec vos chefs, avec vos infirmières avec qui vous avez l'occasion de travailler, enfin les kinés, enfin tout professionnel et même non professionnel comme on a pu l'évoquer, parce que vous ferez forcément aussi de la prévention sur une échelle populationnelle, même à une toute petite échelle, et donc c'est très intéressant de voir avec tous les acteurs on peut travailler. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. On peut aussi remercier nos intervenants de leur présence et de leur interaction. Et je vous invite maintenant à aller rejoindre l'espace partenaire, où sur le petit forum, là où il y a les chaises rouges assises, il y a une co-référence, il y a un petit forum organisé par la collectivité Drôme-Port Ardèche. Donc je vous invite à aller rejoindre. Merci beaucoup.